Bonjour. Simone de Beauvoir pour l'agrégation, pour une morale de l'ambiguïté. C'est dans la peur que l'homme sérieux éprouve cette dépendance par rapport à l'objet. Et la première des vertus, c'est à ses yeux la prudence. Il n'échappe à l'angoisse de la liberté que pour tomber dans la préoccupation, dans le souci. Tout lui est une menace puisque la chose érigée en idole, étant extériorité, se trouve en relation avec l'univers entier, donc menacée par l'univers entier. Et comme en dépit de toutes les précautions, il ne sera jamais le maître de ce monde extérieur auquel il a consenti à se soumettre, il sera sans cesse contrarié par le cours incontrôlable des événements. Sans cesse, il se déclarera déçu car sa volonté de figer le monde en choses est démentie par le mouvement même de la vie. L'avenir contestera ses réussites présentes, ses enfants lui désobéiront, des volontés étrangères s'opposeront à la sienne. Il sera en proie à la mauvaise humeur et à l'aigreur. Ses succès même ont un goût de cendre, car le sérieux est une des manières de chercher à réaliser l'impossible synthèse de l'en-soi et du pour-soi. L'homme sérieux se veut Dieu, il ne l'est pas et il le sait. Il veut se délivrer de sa subjectivité, mais sans cesse elle risque de se démasquer. Elle se démasque, transcendant tous les buts, la réflexion se demande à quoi bon. Alors éclate l'absurdité d'une vie qui a cherché en dehors d'elle les justifications qu'elle seule pouvait se donner, détachée de la liberté qui les eût fondées authentiquement. Toutes les fins poursuivies apparaissent comme arbitraires, inutiles. Pas plus que l'univers, il ne faut regarder l'histoire comme une totalité rationnelle. L'homme, l'humanité, l'univers, l'histoire sont, selon l'expression de Sartre, des totalités détotalisées, c'est-à-dire que la séparation n'y exclut pas la relation, ni inversement. Il n'existe de société que par l'existence d'individus singuliers. De même, les aventures humaines se détachent sur le fond du temps, chacune à chacune finie, encore qu'elles soient toutes ouvertes sur l'infinité de l'avenir, et par là leur figure singulière s'implique sans se détruire. Une telle conception ne contredit pas celle d'une intelligibilité historique, car il n'est pas vrai que l'esprit doive opter entre l'absurdité contingente du discontinu et la nécessité rationaliste du continu. Il lui appartient au contraire de détacher sur le fond unique du monde une pluralité d'ensembles cohérents et inversement de comprendre ces ensembles dans la perspective d'une unité idéale du monde. Sans soulever tout le problème de la compréhension et de la causalité historique, il suffit de constater au sein des formes temporelles la présence d'enchaînements intelligibles pour que des prévisions soient possibles et du même coup l'action. Et en vérité, quelle que soit la philosophie à laquelle on se rallie, que notre incertitude manifeste une contingence objective et fondamentale ou qu'elle exprime notre ignorance subjective en face d'une rigoureuse nécessité, l'attitude pratique demeure la même. Il nous faut décider de l'opportunité d'un acte et tenter d'en mesurer l'efficacité sans connaître tous les facteurs en présence. De même que le savant, pour connaître un phénomène, n'attend pas que rejaillisse sur lui la lumière de la science achevée. En éclairant le phénomène, il contribue au contraire à constituer la science. Ainsi, l'homme d'action n'attendra pas pour décider qu'une parfaite connaissance lui prouve la nécessité d'un certain choix. Il doit choisir d'abord et contribue ainsi à façonner l'histoire. Dans le deuxième sexe, tome 1. On voit que beaucoup de ces traits proviennent encore de la subordination de la femme à l'espèce,
C'est là la conclusion la plus frappante de cet examen. Elle est de toutes les femelles mammifères, celle qui est le plus profondément aliénée et celle qui refuse le plus violemment cette aliénation. En aucune, l'asservissement de l'organisme à la fonction reproductrice n'est plus impérieux, ni plus difficilement accepté. Crise de la puberté et de la ménopause, malédiction mensuelle, grossesse longue et souvent difficile, accouchement douloureux et parfois dangereux, maladies, accidents sont caractéristiques de la femelle humaine. On dirait que son destin se fait d'autant plus lourd qu'elle se rebelle contre lui davantage en s'affirmant comme individu. Si on la compare au mâle, celui-ci apparaît comme infiniment privilégié. Sa vie génitale ne contrarie pas son existence personnelle. Elle se déroule d'une manière continue, sans crise et généralement sans accident. En moyenne, les femmes vivent aussi longtemps que lui, mais elles sont beaucoup plus souvent malades, et il y a de nombreuses périodes où elles n'ont pas la disposition d'elles-mêmes. Ces données biologiques sont d'une extrême importance. Elles jouent dans l'histoire de la femme un rôle de premier plan. Elles sont un élément essentiel de sa situation. Dans toutes nos descriptions ultérieures, nous aurons à nous y référer. Car le corps étant l'instrument de notre prise sur le monde se présente tout autrement selon qu'il est appréhendé d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous les avons si longuement étudiées. Elles sont une des clés qui permettent de comprendre la femme. Mais ce que nous refusons, c'est l'idée qu'elle constitue pour elle un destin figé. Elles ne suffisent pas à définir une hiérarchie des sexes. Elles n'expliquent pas pourquoi la femme est l'autre. Elles ne la condamnent pas à conserver à jamais ce rôle subordonné. Dans Destin. Enfin, une société n'est pas une espèce. En elle, l'espèce se réalise comme existence. Elle se transcende vers le monde et vers l'avenir. Ses mœurs ne se déduisent pas de la biologie. Les individus ne sont jamais abandonnés à leur nature. Ils obéissent à cette seconde nature qu'est la coutume, et dans laquelle se reflètent des désirs et des craintes qui traduisent leur attitude ontologique. Ce n'est pas en tant que corps, c'est en tant que corps assujetti à des tabous, à des lois, que le sujet prend conscience de lui-même et s'accomplit. C'est au nom de certaines valeurs qu'il se valorise. Et encore une fois, ce n'est pas la physiologie qui serait fondée des valeurs, plutôt les données biologiques revêtent celles que l'existant leur confère. Si le respect ou la peur qu'inspire la femme interdisent d'user de violence envers elle, la supériorité musculaire du mâle n'est pas source de pouvoir. Si les mœurs veulent, comme en certaines tribus indiennes, que ce soit les jeunes filles qui se choisissent des maris, ou si c'est le père qui décide des mariages, l'agressivité sexuelle du mâle ne lui confère aucune initiative, aucun privilège. La liaison intime de la mère à l'enfant sera source pour elle de dignité ou d'indignité selon la valeur accordée à l'enfant et qui est très variable. Cette liaison même, on l'a dit, sera reconnue ou non selon les préjugés sociaux. Ainsi, c'est à la lumière d'un contexte ontologique, économique, social et psychologique que nous aurons à éclairer les données de la biologie. L'asservissement de la femme à l'espèce, les limites de ses capacités individuelles sont des faits d'une extrême importance. Le corps de la femme est un des éléments essentiels de la situation qu'elle occupe en ce monde, mais ce n'est pas non plus qui lui suffit à la définir. Il n'a de réalité vécue qu'en tant qu'assumé par la conscience à travers des actions et au sein d'une société. La biologie ne suffit pas à fournir une réponse à la question qui nous préoccupe. Pourquoi la femme est-elle l'autre ? Il s'agit de savoir comment, en elle, la nature a été reprise au cours de l'histoire. Il s'agit de savoir ce que l'humanité a fait de la femelle humaine. Toujours dans Destin, le deuxième sexe, tome 1. D'autre part, nous poserons tout autrement le problème de la destinée féminine. Nous situerons la femme dans un monde de valeurs et nous donnerons à ses conduites une dimension de liberté. Nous pensons qu'elle a à choisir entre l'affirmation de sa transcendance et son aliénation en objet. Elle n'est pas le jouet de pulsions contradictoires, elle invente des solutions entre lesquelles existe une hiérarchie éthique, substituant à la valeur l'autorité
Au choix, à la pulsion, la psychanalyse propose un ersatz de la morale, c'est l'idée de normalité. Cette idée est certes fort utile en thérapeutique, mais elle a pris dans la psychanalyse en général une inquiétante extension. Le schéma descriptif se propose comme une loi, et assurément une psychologie mécaniste ne saurait accepter la notion d'invention morale. Elle peut à la rigueur rendre compte du moins, et jamais du plus. À la rigueur, elle admet des échecs, jamais des créations. Si un sujet ne reproduit pas dans sa totalité l'évolution considérée comme normale, on dira que l'évolution s'est arrêtée en route. On interprétera cet arrêt comme un manque, une négation, et jamais comme une décision positive. C'est ce qui rend, entre autres, si choquante la psychanalyse des grands hommes. On nous dit que tel transfert, telle sublimation n'a pas réussi à s'effectuer en eux. On ne suppose pas qu'ils l'ont peut-être refusé et que peut-être ils avaient à cela de bonnes raisons. On ne veut pas considérer que leurs conduites ont pu être motivées par des fins librement posées. C'est toujours dans sa liaison au passé, et non en fonction d'un avenir vers lequel il se projette qu'on explique l'individu. Aussi, ne nous en donne-t-on jamais qu'une image inauthentique, et dans l'inauthenticité, on ne saurait guère trouver d'autre critérium que la normalité. La description du destin féminin est, de ce point de vue, tout à fait frappante, au sens où les psychanalystes l'entendent. S'identifier à la mère ou au père, c'est s'aliéner en un modèle. C'est préférer au mouvement spontané de sa propre existence une image étrangère, c'est jouer à être. On nous montre la femme sollicitée entre deux modes d'aliénation. Il est bien évident que jouer à être un homme sera pour elle une source d'échec. Mais jouer à être une femme est aussi un leurre. Être femme, ce serait être l'objet, l'autre. Et l'autre demeure sujet au sein de sa démission. Dans le chapitre « Le point de vue du matérialisme historique ». La théorie du matérialisme historique a mis en lumière de très importantes vérités. L'humanité n'est pas une espèce animale, c'est une réalité historique. La société humaine est une antiphysis, elle ne subit pas passivement la présence de la nature, elle la reprend à son compte. Cette reprise n'est pas une opération intérieure et subjective, elle s'effectue objectivement dans la praxis. Ainsi, la femme ne saurait être considérée simplement comme un organisme sexué. Parmi les données biologiques, seules ont une importance celles qui prennent dans l'action une valeur concrète. La conscience que la femme prend d'elle-même n'est pas définie par sa seule sexualité, elle reflète une situation qui dépend de la structure économique de la société, structure qui traduit le degré de l'évolution technique auquel est parvenue l'humanité. On a vu que biologiquement, les deux traits essentiels qui caractérisent la femme sont les suivants. Sa prise sur le monde est moins étendue que celle de l'homme. Elle est plus étroitement asservie à l'espèce. Mais les faits prennent une valeur. Ces faits prennent une valeur tout à fait différente selon le contexte économique et social. Dans l'histoire humaine, la prise sur le monde ne se définit jamais par le corps nu, la main avec son pouce préhensile. Déjà se dépasse vers l'instrument qui multiplie son pouvoir. Dès les plus anciens documents de la préhistoire, l'homme nous apparaît toujours comme armé. Au temps où il s'agissait de brandir de lourdes massues, de tenir en échec les bêtes sauvages, la faiblesse physique de la femme constituait une infériorité flagrante. Il suffit que l'instrument réclame une force légèrement supérieure à celle dont la femme dispose pour qu'elle apparaisse comme radicalement impuissante. Mais il peut se faire au contraire que la technique annule la différence musculaire qui sépare l'homme de la femme. L'abondance ne crée de supériorité que dans la perspective d'un besoin. Il n'est pas mieux de trop avoir que d'avoir assez. Ainsi, le maniement d'un grand nombre de machines modernes n'exige qu'une partie des ressources viriles. Si le minimum nécessaire n'est pas supérieur aux capacités de la femme, elle devient dans le travail l'égal de l'homme. En fait, on peut commander aujourd'hui d'immenses déploiements d'énergie simplement en pressant un bouton. Quant aux servitudes de la maternité, elles prennent selon les mœurs une importance très variable. Elles sont accablantes si on impose à la femme de nombreuses procréations, et si elle doit nourrir et élever les enfants sans secours.
Si elle procrée librement, si la société vient à son aide pendant la grossesse et s'occupe de l'enfant, les charges maternelles sont légères et peuvent être facilement compensées dans le domaine du travail. Tome 2, le deuxième sexe. Dans Situation. C'est seulement dans les civilisations et les classes fortement intégrées que la femme fait ainsi figure d'irréductible. Généralement, sa foi étant aveugle, elle respecte la loi simplement parce qu'elle est la loi. Que la loi change, elle garde son prestige. Aux yeux des femmes, la force crée le droit, puisque les droits qu'elles reconnaissent aux hommes viennent de leur force. C'est pourquoi quand une collectivité se décompose, elles sont les premières à se jeter aux pieds des vainqueurs. D'une manière générale, elles acceptent ce qui est. Un des traits qui les caractérise, c'est la résignation. Quand on a déterré les statues de cendres de Pompéi, on a remarqué que les hommes étaient figés dans des mouvements de révolte, défiant le ciel ou cherchant à s'enfuir, tandis que les femmes courbées, repliées sur elles-mêmes, tournaient leur visage vers la terre. Elles se savent impuissantes contre les choses, les volcans, les policiers, les patrons, les hommes. Les femmes sont faites pour souffrir, disent-elles. C'est la vie, on n'y peut rien. Cette résignation engendre la patience que souvent on admire chez elles. Elles endurent beaucoup mieux que l'homme la souffrance physique. Elles sont capables d'un courage stoïque quand les circonstances l'exigent. À défaut de l'audace agressive du mal, beaucoup de femmes se distinguent par la calme ténacité de leur résistance passive. Elles font face aux crises, à la misère, au malheur, plus énergiquement que leur mari. Respectueuses de la durée qu'aucune hâte ne peut vaincre, elles ne mesurent pas leur temps. Quand elles appliquent à quelque entreprise leur entêtement tranquille, elles obtiennent parfois des réussites éclatantes. Ce que femme veut, dit le proverbe. Chez une femme généreuse, la résignation prend la figure de l'indulgence. Elle admet tout, elle ne condamne personne parce qu'elle estime que ni les gens ni les choses ne peuvent être différents de ce qu'ils sont. Une orgueilleuse peut en faire une vertu hautaine, telle Madame de Charrière, raidie dans son stoïcisme. Mais aussi elle engendre une stérile prudence. Les femmes essaient toujours de conserver, de raccommoder, d'arranger plutôt que de détruire et reconstruire à neuf. Elles préfèrent les compromis et les transactions aux révolutions. Vers la libération. C'est d'abord dans la période d'apprentissage que la femme se trouve en état d'infériorité. Je l'ai indiqué déjà à propos de la jeune fille, mais il faut y revenir avec plus de précision. Pendant ses études, pendant les premières années si décisives de sa carrière, il est rare que la femme court franchement ses chances. Beaucoup seront handicapés ensuite par un mauvais départ. En effet, c'est entre 18 et 30 ans que les conflits dont j'ai parlé atteindront leur maximum d'intensité. Et c'est le moment où l'avenir professionnel se joue. Que la femme vive dans sa famille ou soit mariée, son entourage respectera rarement son effort comme on respecte celui d'un homme. On lui imposera des services, des corvées, on brimera sa liberté. Elle-même est encore profondément marquée par son éducation, respectueuse des valeurs qu'affirment ses aînés. Hantée par ses rêves d'enfant et d'adolescente, elle concilie mal l'héritage de son passé avec l'intérêt de son avenir. Parfois, elle refuse sa féminité. Elle hésite entre la chasteté, l'homosexualité ou une attitude provocante de virago. Elle s'habille mal ou se travestit. Elle perd beaucoup de temps et de force en défis, en comédie, en colère. Plus souvent, elle veut au contraire l'affirmer. Elle est coquette, elle sort, elle flirte, elle est amoureuse, oscillant entre le masochisme et l'agressivité. De toute façon, elle s'interroge, s'agite, se disperse. Du seul fait qu'elle est en proie à des préoccupations étrangères, elle ne s'engage pas tout entière dans son entreprise. Aussi en retire-t-elle moins de profit. Elle est plus tentée de l'abandonner, ce qui est extrêmement démoralisant pour la femme qui cherche à se suffire. C'est l'existence d'autres femmes appartenant aux mêmes catégories sociales, et ayant au départ la même situation, les mêmes chances qu'elle et qui vivent en parasites. L'homme peut éprouver du ressentiment à l'égard des privilégiés,
mais il est solidaire de sa classe. Dans l'ensemble, ceux qui partent à égalité de chance arrivent à peu près au même niveau de vie, tandis que par la médiation de l'homme, des femmes de même condition ont des fortunes très diverses. L'ami marié ou confortablement entretenu est une tentation pour celle qui doit assurer seule sa réussite. Il lui semble qu'elle se condamne arbitrairement à emprunter les chemins les plus difficiles. À chaque écueil, elle se demande s'il ne vaudrait pas mieux choisir une autre voie. Quand je pense qu'il faut que je tire tout de mon cerveau, me disait avec scandale une petite étudiante sans fortune. L'homme obéit à une impérieuse nécessité, sans cesse la femme doit renouveler à neuf sa décision. Elle avance, non en fixant droit devant elle un but, mais en laissant son regard errer tout autour d'elle. Aussi sa démarche est-elle timide et incertaine. D'autant plus qu'il lui semble, comme je l'ai déjà dit, que plus elle va de l'avant, plus elle renonce à ses autres chances. En se faisant bas bleu, femme de tête, elle déplaira aux hommes en général, ou elle humiliera son mari, son amant, par une réussite trop éclatante. Non seulement elle s'applique d'autant plus à se montrer élégante, frivole, mais elle freine son élan. L'espoir d'être un jour délivrée du souci d'elle-même, la crainte de devoir, en assumant ce souci, renoncer à cet espoir, se ligue pour l'empêcher de se livrer sans réticence à ses études, à sa carrière. Merci.